va pas se mentir, il y a une certaine excitation dans ce studio parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un champion du monde. Bonjour Stéphane Diagana. Bonjour. Stéphane Diagana, votre nom évoque immédiatement la performance, le dépassement de soi sur les pistes d'athlétisme, puisque vous avez été, on le dit quand même, on donne un peu votre palmarès, champion du monde du 400 mètres haies en 97, champion d'Europe en 2002 et en équipe aux 4 x 100 mètres en 2003. Vous détenez des records, bref, vous êtes ce qu'on appelle en toute simplicité un putain d'athlète. Un putain d'athlète. 4 x 400 mètres, pas 4 x 100 mètres, j'étais pas assez rapide. Voilà. Faut pas se dévaloriser, je suis sûre que vous auriez pu le faire. Quand vous étiez petit, Stéphane Diagana, c'était qui votre sportif préféré? Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était qui votre modèle, la personne qui vous a peut-être donné envie? Je regardais le premier souvenir d'athlète qui m'a marqué, bien sûr, Carl Lewis. C'était les Jeux de 84 à Los Angeles, les premiers Jeux vraiment modernes. Donc ça m'a vraiment marqué. Je me levais la nuit pour regarder. Ouais. Là, du coup, ça va être à Los Angeles. Les prochains, les prochains sera à Los Angeles, exactement. Et puis après, un peu plus tard dans le tennis, Boris Becker pour son engagement, pour sa folie sur le court. Je me rappelle à Wimbledon notamment. Et voilà, c'est les sportifs qui m'ont marqué comme ça. Et puis il y en a eu d'autres après. Carl Lewis et Boris Becker. Depuis quand même, vous avez raccroché les crampons, depuis toutes vos, vos péripéties formidables, on va dire ça comme ça. Et donc depuis la fin de votre carrière sportive, vous avez tracé un chemin tout aussi riche et diversifié en tant que consultant, conférencier, ambassadeur pour suspense, Harmonie Mutuelle, avec qui on est depuis le début de la semaine, donc voilà. Et alors vous, avec Harmonie Mutuelle, vous luttez contre la sédentarité en faisant de la prévention par l'activité physique. Et par l'activité physique, on parle d'activité physique normale. Vous dites pas, il faut être athlète de haut niveau. Ça, c'est votre petite approche éco-santé à vous. Alors vous êtes un ardent promoteur du sport santé. Qu'est-ce que c'est le sport santé? Est-ce que c'est pas un peu chiant? On va voir ça ensemble. Alors après une carrière exceptionnelle sur les pistes, comment elle s'organise votre vie professionnelle aujourd'hui? Vous êtes consultant, vous êtes conférencier. On a l'impression que vous faites beaucoup de choses. Limite que vous êtes plus fatigué aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque où vous étiez sur les pistes. Alors en fait, oui, j'ai une diversité d'activités. J'en ai certaines et beaucoup sont liées à mon parcours sportif, mais aussi à mon parcours de formation, puisque j'ai été étudiant en parallèle presque tout le temps à 4 ans près sur ma carrière d'athlète. J'ai eu 14 ans d'équipe de France, il n'y a que 4 ans où j'étais à 100% dédié à l'athlétisme. Et sinon, j'étais étudiant en parallèle avec des études aménagées. Donc d'abord en biologie, ce qui me donne une sensibilité particulière pour le vivant, en plus de la discipline que je pratiquais, physiologie, hautement physiologique, intense et qui fait qu'on s'intéresse au vivant. Et puis après en école de commerce, donc dès que j'ai arrêté ma carrière, j'étais sollicité pour être consultant. Donc c'est la première chose que j'ai faite ensuite. Consultant pour France Télévisions, j'avais eu 2 propositions et j'ai choisi de travailler avec France Télévisions et je travaille toujours avec France Télévisions. Donc pour c'est un bon choix. Les grands rendez-vous de l'équipe de France. Je vais pas dire le contraire, ça me permet de vulgariser justement l'athlétisme et c'est un vrai plaisir de permettre aux gens d'accéder à la passion que j'ai pour l'athlétisme, pour toutes ces disciplines. De toute façon, quand on fait de l'athlétisme, on prépare souvent son futur, en même temps son futur de non-athlète, ça fait partie des choses des sports. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, il y en a qui font tête baissée et qui font all-in, comme on dit au poker, avec plus ou moins de réussite, mais de toute façon, même quand on réussit sportivement, ça pose des problèmes derrière. Et puis d'autres qui ont des parcours, des doubles projets, comme on les appelle, ou double cursus. Et puis ensuite, j'ai été sollicité en tant que conférencier, même quand j'étais athlète déjà, plutôt sur des problématiques de management, de relations, de relations manager-manager, la relation entraîneur-entraîné est une relation particulière dans ce sens-là, de gestion de projet aussi, de long terme. Donc j'interviens encore aujourd'hui souvent sur ces sujets-là. Ça veut dire que quand on est sportif de haut niveau, on est manager, on est porteur de projet, on est chef de projet. On est un peu chef d'entreprise quand on est dans un sport individuel comme l'athlétisme, et c'est sans doute vrai pour le tennis. Dans le tennis, on embauche des coachs. En athlète, ça peut arriver aussi maintenant plus que c'était le cas avant. Il faut créer un staff autour de soi, il faut le coordonner, il faut prendre des décisions à court terme, à long terme. Donc, on a des problématiques, on a des partenaires, on a des médias avec qui il faut travailler. Donc, il faut développer pas mal de compétences et donc s'entourer parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul et faire les bons choix. Donc, il y a des similitudes effectivement avec un projet entrepreneurial. Chef d'entreprise, tout ça en étant très jeune. On va rentrer directement dans le sujet. Vous luttez contre la sédentarité. C'est quoi la sédentarité ? Alors la sédentarité, c'est quelque chose qui est tout à fait normal quand c'est pratiqué à dose raisonnable. La sédentarité, c'est tout simplement le temps durant la phase d'éveil que l'on passe avec une dépense énergétique proche du métabolisme de repos.
Donc, quand on est assis essentiellement, parce que coucher au bureau, c'est plus rare, mais assis... Alors, moi, Assis. c'est pas les Marie, entreprises qui proposent des espaces de sieste, j'avoue que je trouve que c'est très important. On a travaillé avec Oui, mais Marie la sieste, on dernière. n'est plus dans la phase d'éveil, on ne travaille pas, donc c'est plus la phase d'éveil. Mais dans la phase d'éveil, en général, on est assis dans nos transports, au travail, Là, maintenant, à tout de table, suite. maintenant. Voilà. Et aujourd'hui... Donc là, maintenant, on est sédentaire oui, actuellement. on en est même sédentaire, temps, on a une se dépense parle. énergétique qui est proche de celle du repos. J'ai pas manqué que vous alliez dire ça, de l'huître. Non, pas loin, un peu plus. À la base, c'était plutôt un signe de civilisation, d'ailleurs, la sédentarité. C'est quand on a cessé d'être nomade et qu'on s'est posé dans des endroits, qu'on a fait des petites villes, qu'on s'est dit qu'on allait rester là un petit bout de temps. Exactement, en fait, la sédentarité, elle est venue petit à petit. Quand on était chasseurs-cueilleurs il y a plus de 10 000 ans, donc on était très peu sédentaires. Et puis, on a commencé à faire de l'élevage, donc à réduire son périmètre de déplacement, de l'agriculture. Donc, ça a eu une petite conséquence, mais on avait encore beaucoup de travail physique parce que dans les champs, on travaillait à la force des bras. Donc, il y avait beaucoup d'activité physique. Donc, ça n'a pas beaucoup bougé pendant des milliers d'années, jusqu'à la révolution industrielle, qui a mécanisé nos transports, qui a mécanisé nos modes de production et donc qui nous a privés d'activité physique. Et puis la révolution numérique qui en met une couche aujourd'hui et qui nous scotche devant des écrans un peu plus. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. C'est aussi qu'on va... tu vas sur amélie.fr, tu vas pas marcher jusqu'à la Sécu. Ouais, voilà. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Voilà, et tout à fait. Et puis quand vous faites vos courses par le drive, c'est les gens qui font les courses par le drive, quand on fait 2-3, on pianote sur son ordinateur, la dépense énergétique n'est pas très importante, qu'on va dans sa voiture, qu'on appuie sur le bouton pour ouvrir son coffre et qu'on fait charger sa voiture, c'est des kilomètres de marche en moins dans les rayons. Alors c'est pas agréable, je fais pas la promo je dis pas que je suis un fan des courses dans les grandes surfaces. J'imagine Donc, vraiment le truc de Stéphane Diagana reconverti. Maintenant son sport, c'est les courses. Voilà, exactement. C'était la course et maintenant c'est les courses. Mais le fait est qu'on réduit notre activité physique et puis on se la fait grignoter par l'ascenseur, par l'escalator, par les petits aspirateurs maintenant, petits robots aspirateurs ou qui passent la tondeuse. Et en fait, on se prive d'une activité physique dont on sait qu'elle est essentielle. Moi, j'ai toujours au bon fonctionnement de l'organisme. L'image de Wall-E dans ces cas-là, vous voyez ce dessin animé où c'est génial Wall-E, Marine, je te le conseille vraiment. Oui. Tu vois, tous les humains, ils ont dû partir de la Terre parce qu'ils ont mis des déchets partout et ils sont tous dans des fauteuils roulants où ils font vraiment plus rien, quoi. Ils se font tout apporter, etc. J'ai cette image en tête. Il y a des chiffres très précis sur cette sédentarité. On a divisé par 8 notre niveau d'activité physique en 200 ans. Qu'est-ce que cette observation vous inspire, vous, quand on dit en 200 ans, on bouge 8 fois moins aujourd'hui qu'il y a 200 ans? C'est un petit peu ce que je vous disais. Pendant des millions d'années, on a évolué en intégrant le mouvement. Et notre évolution s'est faite autour du mouvement. Et on sait aujourd'hui que physiologiquement, on est régulé par le mouvement. Le muscle que l'on croyait être... juste un effecteur qui produit du mouvement. Voilà, il a une commande nerveuse et puis il produit du mouvement. On sait qu'en se contractant, il libère des molécules dans le sang qui vont avoir des fonctions de régulation de la machinerie génétique de cellules du cerveau, de cellules du foie, de cellules du cœur. Donc il a une vraie fonction endocrine, comme peuvent l'avoir d'autres organes, mais seulement quand on s'en sert. Donc on a vraiment été designé autour du mouvement, ça a été pensé comme ça. Or, l'économie de mouvement, on l'a toujours recherchée. Pourquoi ? Parce que... parfois, on n'avait pas de calories accessibles. Quand on était chasseur-cueilleur, on ne trouvait pas. Donc, il fallait avoir des systèmes une capacité à avoir des réserves, déjà, et puis à pouvoir s'économiser, dépenser moins parce qu'on a moins de ressources. Mais on a tellement bien réussi à s'économiser, et en même temps, on a tellement bien multiplié l'accès à la calorie, à la ressource, que les deux cumulés, ça pose de vrais problèmes de santé. Cette réduction d'activité physique par rapport à une dépense calorique faible, par rapport à aujourd'hui une alimentation beaucoup plus riche, beaucoup plus fréquente que c'était le cas avant. Donc ça pose ce problème de santé parce qu'on n'a pas été prévu pour ça. On a été très bon dans la fainéantise. Voilà, pour trouver des solutions, on a été très ingénieux, mais on n'a pas été prévu pour ça. Et l'évolution, dans ce que l'on est, parce que physiologiquement, on a à peu près les mêmes mammifères qu'il y a 10 000 ans, n'avait pas prévu que l'on bouge aussi peu, puisque le mouvement est aussi important que la respiration. Le problème, c'est que quand on s'arrête de respirer, on se rend compte du problème tout de suite. Quand on s'arrête de bouger, c'est plus insidieux, mais c'est tout aussi délétère pour la santé. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'à côté de ça, donc on a réduit vachement notre activité physique, mais les 70% des moins de 25 ans, c'est-à-dire le moment où quand même on est censé être un peu le plus en forme, se déclarent fatigués.
C'est quand même fou. Oui, c'est fou parce que, en fait, dans la fatigue, la conception que l'on a de la fatigue, c'est quelque chose de global. Et en fait, il y a une fatigue intellectuelle par un surmenage de fonctions du cerveau, de certaines fonctions cognitives, notamment un surmenage et un stress. Le stress qui est quelque chose de très toxique, qui est aujourd'hui très chronique. Et en fait, le stress qui a aussi été quelque chose qui a été conservé dans l'évolution parce que ce qu'apporte le stress, c'est la capacité à mobiliser des ressources énergétiques. Quand on était chasseur-cueilleur, surpris par une bête, il y avait 2 solutions. C'était soit de fuir, soit de l'affronter. Et en fait, les 2 réponses étaient physiques. Et ce stress se régulait par cette activité physique aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont stressés se disent « Ah, je vais courir, ça me fait du bien ». Parce que c'est un régulateur du stress qui, du fait qu'il soit chronique, est toxique aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a cette fatigue, cette anxiété, ces états dépressifs. Mais on sait que par exemple, que pour les dépressions légères, la meilleure indication, la meilleure prescription que peut faire un médecin, avant tout médicament, pour une dépression légère, c'est l'activité physique. Le sport en est une version, mais c'est l'activité physique. Allez marcher, allez randonner, allez accélérer dehors, le pas. Sentez-vous essoufflé légèrement essoufflé quelques fois par semaine, et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Concrètement, c'est quoi les conséquences les plus préoccupantes de cette immobilité-là sur notre santé, au-delà des chiffres? Pour donner un chiffre, l'inactivité physique, aujourd'hui, est responsable de 9% des décès par an. Enfin, moi, ça m'a fait halluciner quand j'ai lu ça. Mais donc, au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres, en allant au-delà de ça. Les anglo-saxons, tous les chercheurs ne sont pas d'accord avec cette formule, mais les anglo-saxons disent « sitting is the new smoking » pour parler de la sédentarité. Donc, on a à la fois la sédentarité et parfois un déficit d'activité physique. Je fais la différence entre les deux parce qu'il y a certaines personnes qui sont sédentaires à raison de 12 heures par jour, qui font de la programmation informatique, par exemple, qui sont assis très longtemps, plus les transports, plus tout ça, 12 heures par jour. Et là, c'est très, très dangereux parce que ce n'est pas linéaire. Au-delà de 7 heures, on a une accélération des risques de mortalité toute cause dès qu'on passe les 7-8 heures. Ce n'est pas linéaire du tout, c'est plutôt exponentiel à partir de ce moment-là. Donc, on a ce problème de sédentarité, mais on peut avoir des gens qui font 12 heures assis par jour et qui respectent les 30 minutes d'activité physique de l'OMS par jour. Mais ils sont quand même sédentaires. Et fortement sédentaire. Et ces 30 minutes ne compensent pas ces 12 heures de sédentarité. On dit que pour quelqu'un qui est 8 heures, les dernières études montrent que pour quelqu'un qui est 8 heures assis par jour, il faut 1 heure à 1 heure et quart de pratique d'activité physique d'intensité modérée. Ça peut être par exemple de la marche d'un bon pas. Voilà. La marche à 5 km/h, 5,5, 6, de la marche un peu forcée. Et vous voyez que si je marche lentement, ça ne marche pas. En fait, si vous marchez plus lentement, il faut plus de quantité. Voilà, pour compenser, c'est l'intensité, on se rend compte. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire des sprints pour dire comme ça, je peux en faire que 10 secondes. Ça peut être dangereux si on n'a jamais fait de sport depuis longtemps. Donc c'est pas le bon choix. Mais tout ça pour dire, le sitting is the new smoking, en fait, on dit que ça tue plus que le tabac. En fait, ça touche plus de monde que le tabac, la sédentarité. Et donc, effectivement, c'est un vrai problème de santé publique. C'est plus dangereux de fumer que d'être sédentaire, c'est clair. Mais vu que ça touche beaucoup plus de monde, aujourd'hui, en termes de santé publique, quand on dit sitting is the new smoking, c'est pas complètement faux. C'est quoi le sport santé? Moi, je connais j'ai juste entendu parler, mon beau-frère, ma belle-sœur m'ont parlé du rugby santé, parce que eux, ils font du rugby déjà où on se tape pas, c'est-à-dire qu'ils se touchent et ils laissent la balle. Mais il y a encore un autre niveau de rugby, qui est donc le rugby santé. C'est quoi? C'est du sport super safe? C'est du sport sans aucun risque? Alors, quand on dit sport santé, c'est vrai que c'est un mot un petit peu ombrelle pour définir toutes les pratiques de sport. En fait, c'est le sport pour lequel la santé n'est pas une externalité positive, comme c'est le cas bien souvent. Ça veut dire quoi, une externalité positive? Ça veut dire qu'on se dit on fait du sport pour d'autres raisons et puis on a un bienfait santé. Mais ce n'est pas la motivation première. Je vais courir parce que je veux être performant, mais finalement j'en retire un bénéfice santé. Donc l'externalité positive, c'est ça, c'est pas ce que l'on vient chercher en premier, mais qui a un bienfait, un bienfait quand même lié, secondaire, voilà, tout à fait, lié à la pratique. Donc là, le sport santé, c'est le contraire, le sport qui est fait pour la santé, dont la priorité est la santé, et ça comprend des pratiques de prévention primaire. La prévention primaire, c'est quand on s'adresse à des personnes qui n'ont pas de facteurs de risque, qui n'ont pas de... C'est un discours très très large à la population de manière générale. Et ça concerne aussi de la prévention secondaire et tertiaire. Et là, on touche des personnes qui ont des facteurs de risque ou qui ont déjà déclenché des maladies, pour qui une activité physique adaptée,
qui peut être sportive, donc ça peut être du sport santé, peut avoir des bénéfices, avec des gens qui sont formés, bien sûr, pour l'encadrer. Et dans le cas du rugby santé, dans le cas de l'athlé santé ou de la marche nordique, on va être bien sûr dans des objectifs de santé. Ça peut être pour du bien-être avec des gens qui n'ont pas envie de faire de la compétition mais qui ont envie de se sentir mieux, ou pour carrément là, de la santé et pour cibler des problèmes de pathologie ou de risque de pathologie bien identifiés Donc on est vraiment médicalement. dans des parcours de santé à ce moment-là. Je veux dire, c'est au sein d'un parcours déjà. Exactement. Déjà... Dans le sport santé, on parle d'APA, activité physique adaptée thérapeutique, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On peut se servir du sport, on peut partir d'un sport comme le rugby pour faire de l'APA thérapeutique, on peut en inventer de nouvelles pratiques d'activité physique et sportive adaptées, mais on est bien dans l'objectif là de cibler des problèmes thérapeutiques identifiés et de faire en sorte que la pratique soit à la fois sûre et la plus efficace par rapport aux problèmes donnés. Parce que peut-être que pour être le plus efficace possible, pour une personne qui a un diabète de type 2, on sait qu'on doit pratiquer une activité physique adaptée. Eh bien, c'est pas la même chose que pour une personne qui a une maladie coronarienne. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a de la recherche pour savoir quel type de pratique est la plus adaptée, la plus efficace. En même temps, il faut qu'elle soit sûre. Si j'ai une maladie coronarienne, par exemple, qu'est-ce que je devrais plutôt faire comme sport santé ? Il faut être sur des pratiques. Alors, ça dépend. Pas trop de cardio, j'imagine. Alors, cardio, mais bien monitoré, avec des intensités bien... Maladie coronarienne, c'est maladie du cœur. C'est une forme de maladie du cœur qui touche les artères coronaires, qui nourrissent le muscle cardiaque. Et donc, il faut être sur des pratiques adaptées en termes d'intensité, bien sûr. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur un programme As du cœur, de le mettre sur pied même, et de le développer avec des médecins, avec des partenaires. On a travaillé avec des cardiologues, on a défini des intensités bien spécifiques et individualisées pour sécuriser la pratique. On a formé les encadrants d'une manière particulière. Donc, on est sur un risque qui est quand même assez élevé, mais qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer d'activité physique. C'est plus dangereux de rester dans son canapé que d'aller marcher par soi-même régulièrement quand on a un problème coronarien. Donc, il faut bien le dire, parce que le bénéfice-risque, c'est souvent quelque chose qui est mal considéré, mais le bénéfice d'une activité physique d'intensité modérée est toujours supérieur à l'augmentation de la sédentarité en termes de population en général. Je ne parle pas de risque individuel, mais statistique, est toujours bien sûr préférable à quelqu'un qui dit bah non, moi j'ai un problème cardiaque, donc je reste dans mon canapé et je me fais 12 heures de sédentarité. Et quand on est perclus de douleurs physiques, par exemple, on a des maladies chroniques qui impliquent de la douleur permanente, il y a des sports qui sont adaptés à ça aussi. Ça dépend, en fait. Il y a des gens qui ont des douleurs permanentes, des fibromyalgies, par exemple, qui est une maladie avec des douleurs non identifiées. Il y a beaucoup de patients qui souffrent de ça. On sait aujourd'hui que le sport et l'activité physique, qui ont une dimension anti-inflammatoire, est favorable. En fait, toutes ces maladies, le point de départ, le terreau, c'est de l'inflammation chronique. Le diabète, c'est un problème d'inflammation chronique. Les cancers sont des problèmes d'inflammation chronique. Et le sport, pratiqué de manière régulière, même si pendant la pratique, il peut donner des pics inflammatoires, va permettre de réguler et de mettre à un niveau plus bas l'inflammation chronique. J'avais fait un épisode sur le squash. Et en fait, le squash, c'est vachement aidé pour des gens qui ont des problèmes d'articulation. C'était fou parce qu'en fait, tu te dis pas du tout, tu te dis c'est un sport d'impact et tout ça. Et en fait, tu as beaucoup de gens qui ont plein de problèmes et qui disent oh, non, moi je vais faire du squash. Oui, mais il y a des choses comme ça qui sont contre-intuitives. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la fatigue intellectuelle et de la fatigue physique. En fait, beaucoup de gens, et là on parle plus de la pathologie, des gens, après ma journée de bureau, je suis déjà fatigué, je vais pas en plus aller faire du sport. Et au contraire, en fait, parce qu'on va transformer, si on choisit la bonne activité, si on la fait à la bonne heure, il y a des variations individuelles par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui vont faire du squash à 23h et à 22h et qui vont s'endormir comme des bébés à 23h30. C'est pas un problème pour certains, pour d'autres, oui. Donc, il faut prendre la bonne activité. Mais en tout cas, on sait très bien que ça peut réguler le sommeil, qu'on peut avoir une meilleure qualité de sommeil et que, voilà, on va en tirer un bénéfice. Mais c'est vrai que quand on est fatigué de cette fatigue-là, de cette sursollicitation, les transitions, mettre mes chaussures, sortir et puis aller faire un effort, on se dit, bah non. Et pour la pathologie, sur le cancer, c'est un vrai problème pour les médecins qui savent qu'il faut encourager des patients qui subissent des chimiothérapies à augmenter leur niveau d'activité physique parce qu'ils seront moins fatigués, parce que parfois les chimios peuvent être plus efficaces, parce que voilà. Donc toujours avec c'est toujours difficile. Régulateur de... Mais c'est de l'éco-santé du coup, c'est vraiment ça. C'est quand on parlait hier avec Lionel Fournier de l'éco-santé, là c'est ça, c'est-à-dire que le traitement marchera mieux si
on fait du sport. Enfin, c'est un cercle, je Vertueux. vais pas dire vicieux, mais Vertueux, tout à fait. plutôt vertueux. Et alors, tout à l'heure, on parlait des programmateurs qui passent 12 heures par jour devant leur écran. Là, c'est vraiment directement lié à leur activité professionnelle. Dans quelle mesure les entreprises sont pas un peu responsables, du coup, de la santé, de physique de leurs employés, de leurs salariés, quand on impose, par exemple, des rythmes qui font qu'on est 8 heures par jour devant un écran et que c'est la limite, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est la limite sur lequel, après, il faut agir vraiment fortement pour ne pas développer des problèmes. Alors c'est vrai que c'est un sujet, la question de la responsabilité, qui est pour les chefs d'entreprise, des dirigeants, qui est pesant parce que c'est toujours plus de responsabilités pour tout. Donc il y a la responsabilité environnementale aujourd'hui, avec la réduction de l'émission de CO2. Alors au début, non, moi ça ne me concerne pas. Si, ça nous concerne tous. On est sur ce sujet-là, que ce soit les entreprises, des particuliers, quelles que soient les institutions, on émet du CO2. Donc si on est une partie du problème, on peut être une partie de la solution. Et nos modes de production aujourd'hui et les métiers tertiaires en particulier produisent énormément de sédentarité. Cette sédentarité, elle a un coût. Ce coût, c'est la maladie. La maladie, elle a un coût financier. Comment on la finance ? On la finance aujourd'hui par le travail, par des cotisations sur le travail. Donc si on ne prend pas en charge ces questions-là, le coût du travail va cesser d'augmenter. Si on reste dans le même système, bien sûr, avec un financement de l'assurance maladie sur le travail et une prise en charge telle qu'on l'a en France aujourd'hui. Chose qu'on a très bien expliquée dans les épisodes précédents, que je vous invite à écouter. Voilà. Donc si on reste sur ce système-là, eh bien, je dirais, les pays qui prendront, et les pays dans l'ensemble, l'ensemble des acteurs, s'ils prennent au sérieux cette question-là, on évitera une dérive qui sera intenable, qui obligera à changer de modèle ou qui rendra toujours plus cher le coût du travail. C'est un enjeu de compétitivité. Et quand vous expliquez ça à certains chefs d'entreprise, ils disent « Ah oui, tiens, je ne l'avais pas vu comme ça ». Le coût du travail dépend aussi de la santé de notre population. Donc, si on produit de la sédentarité, on produit de la pathologie potentielle. Et donc, c'est normal que sur le lieu de travail, à minima, on sensibilise. Au mieux, on facilite la pratique de l'activité physique et qu'on organise le travail peut-être pour réduire la sédentarité quand on le peut. En même temps, moi, si on m'oblige à m'asseoir sur un ballon devant mon ordinateur... Je l'ai fait, ça fait des courbatures. Les premières fois. Je ne serais pas contente si on m'oblige. Mais ce n'est pas une question d'obliger, c'est une question de sensibiliser. C'est pour ça que j'ai parlé de la première chose, c'est de sensibiliser. Et puis, c'est bon pour l'entreprise, mais c'est bon pour l'individu. Donc, c'est normal qu'on transmette ces messages. Après, les gens, c'est comme pour le tabagisme, des communications pour réduire le tabagisme. Et puis, les gens sont responsables à la fin, prennent leurs décisions. On ne peut pas les forcer, mais je pense que c'est le rôle à minima de sensibiliser à partir du moment où on produit de la sédentarité. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place alors au travail pour être moins sédentaire ? À part les ballons. Le ballon ou le travail, vous savez, les bureaux assis debout, vous n'augmentez pas vraiment beaucoup votre dépense énergétique parce que vous êtes assis. L'avantage qu'a le ballon, l'avantage qu'a la position debout, c'est de renforcer vos muscles paravertébraux. Ça, je vous le dis, on en avait une à la maison, et j'ai vraiment eu très mal. J'ai vraiment eu des courbatures. Je me suis dit, j'avais pas senti que j'avais fait du sport. Parce que la chaise, on est toujours un petit peu voûté, donc ces muscles paravertébraux, c'est pour ceux qui font de la voile, sont des haubans qui tiennent le mât, ces grands câbles là, qui permettent au mât de se tenir debout. Quand on enlève les câbles, le mât tombe. Là, c'est un peu pareil. Si on démuscle, par l'excès de position assise, sur une chaise, si on démuscle ces muscles paravertébraux, eh bien, on a de l'instabilité avec des risques de hernie. Et on sait que le mal de dos est quand même un mal, une source de troubles musculo-squelettiques, source d'arrêts maladies nombreux. Donc ça, c'est un intérêt pour ça, déjà, pour l'entreprise et pour l'individu, parce que la sciatique n'est agréable pour personne. Et avant tout, pour l'individu, c'est un problème. Le premier problème qui en souffre, c'est l'individu. Donc là, on ne réduit pas vraiment la sédentarité. Par contre, il y a des entreprises qui sont assez innovantes. Alors, je ne parle pas des pays scandinaves, parce que c'est encore un autre monde. C'est un modèle qu'on n'atteindra jamais. C'est des choses assez incroyables qui se font, où dans le contrat de travail, il y a 1h30 d'activité physique et sportive, au choix, avec une palette incroyable de choix, obligatoire, mais pour lesquels vous êtes payé. C'est dans vos 35 heures, vous avez 33 heures 30 de... Mais attendez, vous les connaissez, les ministres, là, vous pouvez pas faire en sorte que ça passe ? Vous avez leur numéro ? En fait, c'est pas illogique par rapport à l'impact que ça a sur la réduction de l'absentéisme, de la maladie, sur le bien-être, sur beaucoup d'autres choses dans l'entreprise, sur la relation, les relations interpersonnelles qui se créent autour de l'activité physique. Donc, c'est pas illogique finalement, parce que c'est un investissement, comme la formation. La formation, c'est un investissement pour l'entreprise, c'est un investissement pour l'individu, c'est pris sur le temps de travail, c'est pas en plus à côté. Et bien là, c'est pareil, c'est un investissement sur la santé de l'entreprise et des collaborateurs. Donc ça veut dire que si là, moi, je suis une chef d'entreprise
et que même si c'est pas une très grosse, mettons que j'ai 5 employés, voilà, pas beaucoup, mais on est une petite entreprise, ça marche. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour que mes employés, et moi d'ailleurs, on soit moins sédentaires? Le plus compliqué, c'est la réduction de la sédentarité. C'est-à-dire que quand vous travaillez et que vous êtes assis, vous êtes sédentaire par définition. Alors, il y a des entreprises qui... Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça permet aux gens de bouger, qui proposent des petits pédaliers qui se mettent sous le bureau et qui permettent d'avoir avec un compteur pour voir si on a un niveau d'activité physique. On augmente son niveau d'activité physique en même temps qu'on réduit sa sédentarité. Donc, on coche 2 cases à la fois. Après, ce que l'on peut faire, c'est aussi, quand on a un environnement qui le permet, des réunions en marchant. Ça se fait. Il y a des entreprises, si on est autour de... S'il fait beau et qu'on peut... pour une réunion, on n'a pas besoin de prendre de notes, ou on a un petit carnet, où on est plus dans l'échange, ou on peut même l'enregistrer si les deux sont d'accord pour se faire son débrief après. On peut organiser ça, ça se fait. Il y a des entreprises qui le mettent en place. Et puis après, c'est surtout l'augmentation du niveau d'activité physique pour aider à compenser. Donc, bien sûr, il faut réduire. Il faut interrompre aussi. Il faut interrompre parce qu'on sait qu'une réunion de 2 heures non-stop assis ou une réunion de 55 minutes, 5 minutes de pause et 1 heure derrière avec une pause active, va pas avoir le même effet sur le plan cardiovasculaire. On sait, il y a des marqueurs qui sont des marqueurs du risque cardiaque qui sont modifiés, ne serait-ce que par ce petit changement. Donc, encourager à prendre les escaliers aussi, encourager à utiliser l'ascenseur que pour tant d'étages ou quand on est chargé. Oui, c'est une communication et sensibiliser. Ça me touche beaucoup tout ce que vous racontez. Alors là, je vais me livrer un peu parce que moi, j'étais très sportive avant. Je suis humoriste, donc je vais sur scène, je fais mon spectacle. J'étais chaque soir dans un endroit différent sur scène où je faisais un spectacle entre 15 minutes et parfois 2 heures. C'est vraiment, ça dépendait. Sans pause au milieu, en plus, donc vraiment pour les gens, ça devait être horrible. C'était pas du tout le même résultat. Poussé à la sédentarité. Je poussais vraiment les gens à la sédentarité. Et il y a eu le Covid, et donc mon activité professionnelle a changé, et j'ai commencé à faire ce podcast. Et dans ce podcast, en fait, ça m'a demandé de m'asseoir devant un ordinateur tous les jours, pendant des horaires à rallonge, et ça a changé mon rapport au monde, et mon rapport à la santé, et mon rapport au sport. Et du coup, je suis devenue, comme je devais uniquement travailler la tête, j'ai arrêté de faire du sport progressivement, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de reprendre. J'ai pris beaucoup de poids et tout. C'est beaucoup plus difficile de reprendre. Pour des gens qui, comme moi, se disent, attends, faire du sport comme ça, c'est... Enfin, moi, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai des épines. Et puis, t'es pas dans une entreprise, t'es seule, t'es entrepreneuse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des épines calcanéennes au pied, j'ai mal aux pieds parce que j'ai grossi tout. Comment est-ce que je fais ? Enfin, je veux dire, il faut forcément que je me mette à courir. C'est violent pour moi de me mettre à courir. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour des gens... Surtout que ça fait mal aux genoux, gens comme Stéphane moi. Diagana, de courir sur du béton. Non, moi, je cours depuis des années. J'ai pas mal aux genoux. J'ai jamais eu mal aux genoux toute ma carrière. Et pourtant, j'ai franchi des haies. Et donc, voilà, si on est accompagné... Ça, déjà, moi, je trouve ça fou que ce soit votre sport. Pardon, on y reviendra, mais je trouve ça fou de se dire, moi, je vais courir, je vais... Franchir des haies. Je trouve que c'est génial, parce que c'est se mettre vraiment des bâtons dans les roues tout le temps, quoi. Oui, Tu pourrais oui, courir ouais, vite, c'est... et vous dites, non, je cours vite, mais... je saute. Bref, oui. On en reparlera. Mais parlons de moi d'abord. Non, mais comment on peut dire... C'est parce que là, on parlait d'aller faire les courses. Faire des courses peut me dire, ça va, j'ai fait mon sport. Alors, si on c'est augmenter son niveau d'activité physique, c'est la première. Ces fameuses 30 minutes d'activité physique recommandées par l'OMS, elles peuvent se fractionner en 2 fois 15 minutes. C'est de l'intensité modérée, donc c'est de la marche. C'est pas de la marche pour faire du shopping en s'arrêtant, donc ça ne marche pas, c'est pas comptabilisé. C'est une marche active, ce qui peut faire par tranche de 15 minutes. 2 fois 15 minutes, on est déjà dans les recommandations. Une fois de plus, ça ne compensera pas 12 heures de sédentarité. 12 heures de sédentarité, il faudrait pour compenser probablement 2 heures d'activité physique, d'intensité peut-être un peu plus soutenue. Par jour ? Par jour, vous vous rendez compte ? Si on voulait... J'ai plus de temps, donc, d'activité physique, j'ai pas dit sport. Donc, c'est quelqu'un qui viendrait à vélo à un bon rythme, 1 heure le matin, 1 heure le soir. S'il se met 12 heures assis à faire de la programmation, peut-être qu'il compense les risques. Je peux pas être certain. Peut-être qu'il compense les risques. Donc, pour vous dire qu'il faut réduire la sédentarité et augmenter son niveau d'activité physique, le sport, une fois de plus, est une solution. Par rapport à la course à pied, pourquoi ça se développe, la course à pied ? Parce que c'est assez simple à mettre en œuvre pour beaucoup de personnes. On n'a pas besoin de réserver un cours, on n'a pas besoin d'avoir un partenaire, on n'a pas besoin d'être à... Voilà. Donc, c'est assez simple, mais ce n'est pas la seule solution. Si vous avez des épines calcanéennes, donc ce sont des petites excroissances osseuses, douloureuses, inflammatoires, donc c'est vrai que d'avoir des appuis et des contacts, c'est pas très très agréable, mais on peut aller en piscine, on peut faire du vélo. Normalement, sur des épines calcanéennes, ça ne pose pas de problème, et ça peut être dans des trajets, une fois de plus. Se dire, une fois par semaine, tiens, comment je vais faire, quelle stratégie ? Une fois par semaine,
Je vais marcher, si la marche est possible, pour aller au travail. Qu'il pleuve, qu'il vente, je me couvre. En Hollande, ils font du vélo toute l'année et je ne pense pas qu'ils aient un meilleur climat que chez nous. Donc, c'est une question de volonté. Après, moi, j'habite en Bretagne. D'équipement. Donc, voilà. Donc, d'équipement et voilà, et de volonté. Donc, peut-être se dire, le vendredi, c'est ça. Le week-end, c'est autre chose avec mes enfants. Donc, la planifier, c'est quelque chose d'important et en faire une priorité. Moi, j'ai un ami qui était... président du club d'athlétisme que je dirige maintenant et qui était très pris par ses activités professionnelles et à un moment qui a perdu son habitude d'activité physique et il a dit dans mon agenda j'ai mis rendez-vous avec moi-même. C'est un moment donner une importance à son corps. Il a des besoins. Je veux dire, tout le monde comprend que quand on a un animal de compagnie, il a besoin de sortir et pas que pour faire ses besoins. Il a besoin de se défouler. Nous sommes des mammifères, nous aussi, qui avons besoin d'activité physique. Donc il faut prendre soin de notre corps et prendre soin de notre corps. Ça passe par de l'activité physique et pas violente. Une fois de plus, si elle est et pas du sport, si elle est régulière, quelqu'un qui jardine, alors pas couper les bourgeons ou enlever les gourmands sur des pieds de tomates, je vous dis, qui jardine un peu, qui va s'activer, il va avoir un niveau d'activité physique. S'il le fait très régulièrement, il va avoir un niveau d'activité physique qui sera sans doute suffisant. Là, on a parlé beaucoup des métiers dans le tertiaire, du fait qu'on peut passer 10 heures devant son ordinateur et tout. Mais si je suis coiffeuse toute la journée, que je piétine, que j'ai mal à la fin de la journée, on a parlé au moment de la réforme des retraites de tous ces métiers qui abîment le corps aussi. Quand on est agriculteur, par exemple, à 60 ans, souvent, on a un corps un peu détruit. Dans ces cas-là, est-ce que vraiment la pratique du sport, à la fin d'une journée où on a piétiné toute la journée, ça aide aussi ? Ce sont des métiers qui sursollicitent. La particularité du sport de haut niveau, c'est quoi ? La particularité du sport de haut niveau, c'est qu'on sursollicite sur des mouvements répétitifs. Quand vous êtes au tennis, c'est Roland Garros en ce moment. Vous imaginez que l'épaule, elle est sollicitée quand vous faites un coup droit, quand vous faites un revers sans arrêt. Or, pourtant, certains font toute leur carrière en ayant ponctuellement des problèmes d'épaule, mais en s'en sortant et en pouvant faire une carrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une préparation physique. Donc, quand vous sursollicitez sur un métier, eh bien, en fait, la préparation physique et une activité physique adaptée peut vous permettre, en amenant de la variété aussi dans vos mouvements, peut vous permettre de mieux vous en sortir. Ouais, mais quand on est fatigué physiquement, pour le coup, c'est pas de la fatigue intellectuelle, c'est pas du surmenage, machin. Ça veut dire aller me faire du sport après avoir passé la journée ça dehors. Peut être en natation, ça peut être très léger, ça peut être de l'aquatraining sur un vélo, avec en groupe aussi, parce que la dimension sociale du sport, elle est importante. C'est quelque chose qui souvent est un facteur de maintien de la pratique de l'activité physique pour beaucoup de personnes, la dimension de groupe. Ouais. Donc on peut chercher des pratiques douces aussi, qui vont vous permettre de vous évader. Une marche, tout simplement. Une marche autour de chez soi, ça peut permettre de se déstresser d'une journée et on n'aura pas plus mal, on ne sera pas plus fatigué pour autant. Vous pensez quoi du sport sur ordonnance ? Le sport sur ordonnance, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est de l'appât thérapeutique, de l'activité physique adaptée à vocation thérapeutique, prescrite par un médecin. Aujourd'hui, peu de médecins savent prescrire parce qu'ils ne sont pas formés à la prévention. La formation est essentiellement curative. Et ce dont je vous parlais, de ces fameuses molécules qu'on appelle des myokines, qui sont mises en circulation par le muscle squelettique lorsqu'il se contracte et qui ont un rôle, une fonction endocrine de régulation d'autres organes, c'est connu depuis peu. Donc, ce n'est pas dans les formations initiales des médecins. Ils sont peu sensibilisés à ça. Ça commence tout doucement. Les médecins qui sont sensibilisés, ce sont des médecins qui pratiquent eux-mêmes. En fait, tous les médecins avec qui je travaille, qui font la promotion de l'activité physique, ce sont tous avant tout des médecins, mais des sportifs aussi, et qui sont convaincus et qui sont intéressés par le sujet. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge de l'activité physique adaptée thérapeutique. Mais j'ai travaillé sur un programme As du Cœur qui a fait l'objet d'une étude plus étendue, donc d'abord sur Nice, là où j'habite, avec 40 personnes, et qui a fait l'objet d'une étude plus étendue sur 466 personnes coronariennes, et qui a démontré un intérêt à prendre en charge un programme de 5 mois, à raison de 2 fois par semaine, 5 mois, pour ces personnes-là, un bénéfice santé avéré, mais aussi un bénéfice net médico-économique de 1,2 million d'euros, pour 466 personnes en 5 mois. L'économie, dans l'année, 1,2 million d'euros d'économisés sur 466 personnes. Ils faisaient 2 séances par semaine, une recommandée le week-end, 2 séances encadrées, certaines avec une dominante cardiovasculaire, mais adaptée, une fois de plus. C'était les gens qui étaient d'abord passés en centre de soins de suite et de réadaptation, ça a changé maintenant, on appelle ça SMR maintenant, mais en SSR, à l'époque où on a commencé le programme, quand vous avez un accident cardiaque coronarien, vous êtes pris en charge, on vous pose des stents, ces petits ressorts qui dilatent les artères coronariennes, et puis après, on vous propose d'aller en centre de soins de suite, il y a 20% de la population qui y va, ou 30%, vous êtes très encadré, hospitalisé, puis après on vous dit continuez. Et en fait, la grande difficulté, c'est pour ces personnes-là, c'est de
de trouver un endroit pour continuer. Parce que sortir de ça et aller dans un cours de Zumba sans rien dire, c'est peut-être pas la meilleure idée. Aller faire un footing tout seul, on se sent pas trop rassuré. Et donc, il faut des programmes passerelles, c'est ce que l'on a proposé. Et en fait, ces programmes passerelles montrent derrière en plus qu'à 1 an ou 2 ans, les gens continuent à avoir une activité physique régulière à 80-82%. Retenez-nous le bénéfice. 466 personnes, 5 mois de programme. Le bénéfice net, une fois qu'on déduit le coût d'ingénierie du programme, l'encadrement de ces pratiques par des professionnels de l'activité physique adaptée thérapeutique, eh bien, c'est 1,2 million net pour 466 personnes. Je vais vous donner un chiffre. Il y a à peu près 80 000 personnes qui passent en centre de soins de suite, rien que pour les maladies coronariennes. 80 000. 466, 1,2 million. Donc voilà, vous pouvez... je ne vais pas réussir à faire le calcul de tête, mais j'ai compris que c'était beaucoup. Vous voyez les ordres de grandeur. Pourquoi Pardon, je m'énerve, mais parce que là, le sport, grande cause nationale depuis les JO, là, est-ce que vraiment ça marche ? Est-ce que vraiment on y arrive ? Est-ce que vraiment, finalement, ça... J'ai une question qui va avec ça. Vas-y. Parce que vous parliez beaucoup de formation et il y a plein de gens qui ont des souvenirs de sport à l'école assez traumatisants, soit à cause du groupe, à cause du regard des autres, soit à cause d'un prof qui a pu être un peu violent verbalement, etc. Je me souviens que l'année dernière, avec Marine, on avait reçu Marie Patouillet dans notre émission, qui est championne paralympique de vélo. Oui, bien sûr, je connais bien. Voilà, je le dis pour nous aussi. Et Marie Patouillet, elle nous disait que le sport, comme tel qu'on... Alors, il y a pas mal de sport à l'école quand même. On a 4 heures de sport par semaine. C'est peut-être pas assez, mais je me rappelle qu'au collège, on avait 4 heures de sport par semaine. Est-ce qu'on enseigne mal le sport à l'école ? Elle disait c'est entièrement tourné vers la performance, alors que c'est pas ça qu'on devrait apprendre aux enfants. Est-ce que vous partagez un petit peu ce constat ? En fait, c'est très, très variable. Déjà, c'est de l'EPS. Les profs d'EPS, ils tiennent. Ils ne sont pas des profs de sport, ce sont des profs d'éducation physique et sportive, mais je n'entrerai pas dans ce long débat ça prendrait beaucoup de temps pour expliquer un peu l'histoire de l'EPS. Donc, c'est pas du sport. Parfois, effectivement, vous avez des gens qui sont très centrés performance. Parfois, à l'opposé, qui détestent ce mot-là et qui exècrent la compétition, hein, c'est une réalité. Donc, ça dépend sur qui vous tombez, ça dépend. Moi, j'ai eu des très bons profs de PS, d'autres que j'ai trouvés moins bien. Mais je crois que le principal problème, c'est effectivement la question de la formation. Elle est essentielle. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le PS ? La question, moi, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas vraiment quel est l'objectif. Et la question de la formation, elle est essentielle parce que, à la différence des autres matières, l'EPS engage le corps. C'est la seule matière. Après, on peut avoir de la danse, mais la danse, c'est souvent dans l'EPS. On peut avoir du théâtre, mais il n'y a pas de cours de théâtre. Ça peut être à côté. Mais dans les matières obligatoires enseignées, c'est la seule qui engage le corps. Et le corps, c'est quelque chose de très sensible. Le rapport au corps, il se construit à cet âge-là. On peut avoir une expérience très négative parce que quand on est remis en cause pour les maths, bon, ok, c'est pas agréable. Mais quand on est remis en cause dans la pratique de l'EPS, ça peut laisser un traumatisme parce que c'est toute sa personne qui peut être stigmatisée, rejetée. Ça peut être encore plus violent. Donc, il faut énormément de formation et accompagner les jeunes très tôt à avoir les bons comportements vis-à-vis de l'autre, avoir les bons comportements aussi vis-à-vis de soi-même. De se dire que l'importance, c'est d'essayer d'apprendre, de progresser et que la performance absolue, il n'y a pas de raison de ne pas la reconnaître parce qu'on la reconnaît dans d'autres disciplines. Et comme je le dis, en mathématiques comme en EPS, on note autant d'innés que d'acquis. Sauf que l'inné dans l'EPS, ça se voit. Quelqu'un qui a un gabarit de basketteur parce qu'il est grand et qui va pouvoir faire certaines choses, on voit bien qu'il a un capital qui va lui permettre de faire certaines choses que quelqu'un qui fera 30 cm de moins ne pourra pas faire. Donc l'inné se voit, donc on trouve que c'est injuste, mais en réalité, l'inné, la capacité d'abstraction en mathématiques, elle existe aussi. On a tous connu des gens qui... avec une facilité incroyable, faisait en 5 minutes en mathématiques ce que nous, il nous fallait 30 minutes, ou comprenait en 5 minutes ce qu'on comprenait en 30 minutes. Donc le sport, c'est comme les maths, c'est pas parce qu'on n'est pas Einstein qu'on peut pas... C'est pas parce qu'on n'est pas Stéphane Diagana qu'on peut pas... prendre plaisir et qu'on doit pas être valorisé dans sa pratique, mais pour autant, on ne doit pas, parce que parfois c'est le travers, ne pas reconnaître aussi l'excellence, qu'elle soit 100% innée, comme ça peut être le cas en mathématiques. Moi, je connais des gens qui foutaient rien en mathématiques et qui avaient des très bonnes notes. Ouais. Et on se disait pas, mais c'est injuste, il travaille pas, on notait comme ça. Et en sport, il n'y a pas de raison non plus. Donc, c'est un petit peu ça qui pose problème et qui nécessite vraiment qu'on accompagne chaque personne
dans son projet sportif, avec ses qualités, avec ses fragilités, comme dans toutes les disciplines. Oui, sans avoir un espèce de présupposé aussi de t'as des corps faits pour et des corps qui sont moins faits pour. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent très bien apprendre. La capacité à apprendre, elle est parfois très développée chez des gens qui n'ont pas beaucoup de qualité au départ ou qui n'ont pas le plus de qualité au départ. C'était un peu mon cas, j'en avais, il en fallait. Mais j'ai connu beaucoup plus doués que moi, mais qui avaient moins de capacité à apprendre et à s'engager comme j'ai pu le faire. Et dans les cours de PS, c'est pareil. Donc, c'est accompagner et puis dédramatiser. C'est pas un drame de pas réussir là. Et puis, dans le PS, on peut ne pas réussir sur telle discipline, réussir sur une autre aussi. Donc, on peut se débrouiller pour que chacun puisse s'épanouir. Pour terminer, peut-être, pourquoi ça vous tient autant à cœur, cette histoire que tout le monde se mette au sport, que ça devienne une cause nationale, Pourquoi ? Alors, pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que tout le monde, en tout cas, prenne soin de son corps par l'activité physique. Une fois de plus, le sport, c'est un vecteur d'activité physique formidable. Il amène une dimension sociale. Et quand on regarde la définition de la Charte du sport de l'Europe, à l'article 2, il est dit le sport, c'est une pratique compétitive ou non qui vise au développement du bien-être physique, mental et social. En gros, en résumé, c'est ça. Et la définition de l'OMS, de la santé, depuis la fin des années 40, c'est pas une absence de maladie ou d'infirmité physique, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc on voit la symétrie et on voit pourquoi le sport santé, finalement, le sport et la santé, c'est deux choses qui sont amenées à se rencontrer. Pourquoi ? Parce que sur la pratique sportive, je vois beaucoup de gens heureux autour de moi, bien, qui arrivent à surmonter des problèmes personnels grâce au sport, grâce au lien social qu'il est capable de créer, grâce au bien-être, grâce à tout ce qu'il produit. Et qu'on sait que quand on a entouré de gens heureux, mais on peut s'épanouir bien sûr autrement. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire du sport, mais j'invite les personnes qui ont parfois des problèmes de dépression légère, des problèmes de société, à réinterroger leur niveau d'activité physique et pourquoi pas à se mettre au sport, mais en tout cas à se remettre à bouger. Merci beaucoup Stéphane Diagana. Ouais, merci beaucoup Stéphane Diagana. C'est passionnant. Ouais, trop intéressant. Merci à vous. Nous, on continue cette semaine sur l'éco-santé et demain, on reçoit Alice Modolo, qui est une apnéiste que vous connaissez. Eh oui, elle est niçoise en plus. Donc, voilà, on se elle voit va de venir temps en avec du temps. mascara bleu. On se voit Entre gens heureux. Et on va parler de l'importance de respirer. Il y a le sport, oui, mais il y a aussi la respiration. Alors on respire, mais il y a des gens, je sais que dès qu'ils entendent le mot respiration, ils bloquent la respiration. Ils sont pas bien. Ils se mettent On en va mode essayer de ouais. pas vous créer ça. Donc encore une personne heureuse que vous allez rencontrer demain. Ouais. À demain. À demain. Cet épisode de Vulgaire a été présenté par Marine Baousson et Marie Misset. Il a été réalisé par Antoine Ollier. Le générique est de Romain Baousson. C'est Juliette Poney qui fait les illustrations. On remercie évidemment tout le monde et on vous dit laissez-nous des étoiles, likez, plein de commentaires, on compte sur vous. Et puis bien sûr, brossez-vous les dents tous les jours, c'est hyper important. À bientôt.